Dans les séquences vidéo précédentes, vous avez appris à déclarer des classes et des instances de ces classes, c'est-à-dire des objets. Par exemple, si vous voulez déclarer une instance rect de la classe rectangle, vous écrivez simplement comme ceci, rectangle espace rect point virgule. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment donner des valeurs à ces attributs, voire même comment initialiser par exemple les attributs hauteur et largeur de cette instance rect de la classe rectangle. Pour donner des valeurs, bien sûr, on pourrait utiliser, donc, comme on a vu, les manipulateurs set hauteur, set largeur. C'est-à-dire affecter individuellement une valeur à chaque attribut, comme par exemple ici, où on déclare donc une instance rect de la classe rectangle. On utilise une variable auxiliaire lu de type double pour pouvoir lire. Donc par exemple ici la hauteur, on affiche un message à l'utilisateur, on récupère depuis cin une valeur lue donc dans la variable lue, et puis donc avec ce manipulateur cette hauteur, on affecte la hauteur, et puis de même on demande donc la largeur, on la lit dans lu, et on appelle donc le manipulateur cette largeur pour affecter donc la largeur de l'instance rect. Mais ceci est une très mauvaise solution, parce que ça suppose que donc tous les attributs, puisqu'on doit bien initialiser tous les attributs, fassent soit partie de l'interface, c'est-à-dire soit en public, ce qui est vraiment très mauvais du point de vue de l'encapsulation, de la conception orientée objet, ou alors soit muni d'un manipulateur, ce qui aussi donc casse l'encapsulation, puisque fait dépendre de la représentation interne de tous les attributs, l'interface, c'est-à-dire avoir un manipulateur pour chaque attribut. Le but de l'encapsulation étant justement de séparer clairement l'interface et l'implémentation. Si on avait pour chaque attribut un manipulateur dans l'interface, on traduirait beaucoup trop dans l'interface les choix d'implémentation, et donc c'est dans ce sens-là que ça casse l'encapsulation. De plus, au niveau conception, cela implique que ce soit le programmeur utilisateur de la classe qui soit obligé d'initialiser tous les attributs, qui doivent penser à initialiser tous les attributs, et donc on a là un risque d'oubli, un problème, un défaut majeur dans la conception. Normalement, c'est plutôt le programmeur développeur de la classe qui devrait avoir la charge d'initialiser les attributs, ou en tout cas d'offrir une possibilité d'initialisation à quelques attributs bien choisis par ce programmeur développeur de la classe. Et ce n'est pas au programmeur utilisateur de la classe de penser à tous les attributs possibles qui doivent être initialisés. Une autre solution, alors, comme d'habitude, consiste à créer une méthode spécifique pour la tâche que l'on veut faire. Ici, c'est donc initialiser les attributs, donc créer une méthode spécifique pour initialiser les attributs. Donc, par exemple, on pourrait, comme ceci, ajouter une méthode, disons, init, qui initialiserait donc les deux attributs hauteur et largeur de notre rectangle. Et pour pouvoir le faire, elle devrait donc recevoir bien sûr une valeur ici h pour mettre dans la hauteur et une valeur ici l pour mettre dans la largeur. Cette méthode init serait un peu comme un set à la fois hauteur et à la fois largeur de set de tous les attributs pour initialiser d'un seul coup tous les attributs qui ont besoin d'être initialisés. Et on l'utiliserait par exemple de la façon suivante en déclarant donc un rectangle, rect. On ferait appel donc à la méthode init en lui passant donc deux valeurs, par exemple 3 pour la hauteur et puis 4 pour la largeur. Cette façon de faire est certainement une très bonne façon. C'est tellement une bonne façon que justement elle est déjà disponible en tant que telle en C++. C'est ce que l'on appelle les constructeurs. Les constructeurs sont ces méthodes particulières qui vont avoir la responsabilité d'initialiser la classe. Un constructeur est donc une méthode qui est appelée automatiquement lors de la déclaration de chaque objet, au début de vie de chaque instance. Son rôle est donc justement de faire ce qui doit être fait au début de la vie d'un objet, comme par exemple initialiser ses attributs. Pour déclarer un constructeur, il suffit simplement de déclarer comme ceci une méthode qui a le même nom que le nom de la classe. Ensuite, cette méthode peut bien sûr recevoir, si nécessaire, des paramètres, et puis ensuite, donc, on écrit comme ceci sa définition comme toute méthode. Par exemple, dans le cas de la classe rectangle, on pourrait déclarer le constructeur ici rectangle, c'est le même nom que le nom de la classe, qui reçoit donc deux paramètres ici pour pouvoir initialiser la hauteur et la largeur. Les constructeurs sont donc des méthodes presque comme les autres. Les différences, c'est qu'il n'y a pas de type de retour, on n'a pas noté void ici, on n'a rien noté devant le prototype du constructeur, ça veut dire qu'il n'y a pas de type de retour. Ensuite, le nom du constructeur doit être absolument le même nom que le nom de la classe. Et enfin, les constructeurs sont invoqués automatiquement lors de la déclaration d'une instance de la classe. Par exemple, si j'écris même simplement comme ceci la déclaration
d'une instance rect de la classe rectangle, eh bien ici, il y a automatiquement un appel à ce que l'on verra plus tard, que l'on appelle donc le constructeur par défaut. Il y a automatiquement appel à un constructeur chaque fois qu'une instance est créée, que cet appel soit explicite ou non. Voilà pour les spécificités des constructeurs. Cependant, comme les autres méthodes, les constructeurs peuvent être surchargés et éventuellement avoir des valeurs par défaut pour leurs paramètres. On y reviendra un peu plus tard, mais ceci c'était simplement pour vous dire dès maintenant qu'il n'y a donc pas un seul constructeur, puisqu'ils peuvent être surchargés. On peut avoir plusieurs constructeurs qui ont le même nom, le nom de la classe, mais avec des paramètres différents. Donc on parle des constructeurs de la classe. Revenons maintenant à notre exemple de départ, où on va donc par exemple ici déclarer un seul constructeur. Comment ceci s'écrirait donc concrètement? On aurait donc la déclaration de la classe rectangle, avec donc toujours les attributs ici en privé. Et puis donc bien sûr dans la partie publique, puisque le constructeur doit être utilisé par les programmeurs utilisateurs de la classe, il doit donc être accessible, il est donc dans l'interface. On aurait donc ici un constructeur qui a donc le même nom que le nom de la classe ici, et donc qui a pour but d'initialiser les attributs hauteur et largeur, donc en recevant des paramètres h pour l'affecter à la hauteur, et puis donc l pour l'affecter à la largeur. Donc dans la partie publique, ici, on a le prototype et la définition du constructeur, puis ensuite on aurait toutes les autres méthodes qu'on avait décidé d'avoir dans l'interface. À noter que du fait qu'on a maintenant un constructeur, on va donc pouvoir passer les valeurs initiales lors de la construction de chaque instance de la classe rectangle. Il n'est donc pas forcément nécessaire de garder maintenant des accesseurs et des modifieurs à chacun des attributs. C'est un choix du programmeur de la classe rectangle de décider si oui ou non on peut ensuite encore modifier ces attributs hauteur et largeur, ou si simplement la valeur initiale suffit. Voyons maintenant comment les constructeurs sont appelés. On a dit qu'ils étaient appelés automatiquement lors de la déclaration de chaque instance. Mais comment passer les paramètres? Eh bien, pour passer les paramètres, il suffit simplement, comme ça, lors de la déclaration d'une instance d'une certaine classe, de mettre entre parenthèses, ici, les différentes valeurs que l'on va passer comme argument aux paramètres du constructeur correspondant. Donc, par exemple, dans la classe rectangle, où l'on avait un constructeur avec 2 paramètres, on va passer ici, lors de la déclaration de l'instance R1 de la classe rectangle, entre parenthèses, 2 valeurs ici pour les paramètres, donc respectivement hauteur et largeur, du constructeur que l'on avait déclaré précédemment. Le constructeur sert donc à initialiser les attributs. Mais qu'en est-il si les attributs d'une classe sont eux-mêmes des objets? Prenons un exemple qui devra être amélioré plus tard quand on aura vu la notion d'héritage, où on suppose qu'on a donc une classe rectangle coloré, qui donc contiendrait comme attribut, donc dans sa partie privée, un rectangle, qui est donc lui-même une instance rectangle, un objet de la classe rectangle, et puis qui contiendrait par exemple une couleur. Pour simplifier, ici on pourrait supposer que couleur est un type énuméré ou est un entier. Comment donc initialiser ici cet attribut rectangle de la classe rectangle coloré, puisque c'est lui-même un objet d'une classe, et donc il faudrait appeler le constructeur. Donc pour ça, on pourrait imaginer, c'est une très mauvaise solution, écrire le constructeur de rectangle coloré, donc on a le même nom ici que la classe rectangle coloré, qui prendrait donc des paramètres hauteur et largeur pour pouvoir initialiser le rectangle, et puis disons un paramètre couleur pour pouvoir initialiser l'attribut couleur, et qui donc dans son corps, ici dans sa définition, copierait ici un rectangle qu'on aurait créé de façon anonyme qui reçoit le paramètre h et le paramètre l à son constructeur, et qui donc serait copié dans l'attribut rectangle de la classe rectangle coloré. Et puis on pourrait donc initialiser aussi ici l'attribut couleur, là en copiant la valeur de la couleur reçue, ici. Cette syntaxe comme ceci, rectangle sans nom de variable ici au milieu de l'appel du constructeur, est tout à fait licite. Ça crée ce que l'on appelle une instance anonyme, elle n'est pas nommée, de la classe rectangle. Mais ça crée bien effectivement un rectangle qui existe avec donc sa hauteur et puis sa largeur, lequel sera donc recopié dans l'attribut rectangle d'une instance de la classe rectangle coloré, comme ça, qui serait créé et initialisé par le constructeur. On voit bien donc ici qu'on aura 2
rectangles, un premier rectangle anonyme ici qui est initialisé par appel à son constructeur, et un deuxième rectangle ici qui est l'attribut rectangle de l'instance que l'on est en train d'initialiser dans le constructeur de rectangle coloré. C'est donc une très mauvaise solution à laquelle il va falloir trouver une alternative. Il faudrait que les classes qui ont des objets comme attributs puissent appeler directement le constructeur de leurs attributs. Donc ici, que par exemple rectangle coloré appelle directement le constructeur de la classe rectangle lors de l'initialisation de son attribut rectangle et ne pas passer comme ça par une copie intermédiaire. Autant mettre tout de suite les choses au bon endroit plutôt que de passer par une copie, surtout si l'objet est très volumineux. Et bien pour ça, le C++ offre ce que l'on appelle une liste d'initialisation dans les constructeurs. Le but de cette liste d'initialisation est justement d'appeler les constructeurs des attributs et aussi donc d'initialiser les attributs qui ne sont pas des objets, qui sont ce qu'on appelle des types de base comme des int et des double. C'est une très bonne pratique que d'utiliser cette liste d'initialisation pour initialiser les attributs plutôt que de le faire dans le corps du constructeur. L'écriture générale d'une liste d'initialisation se fait de la façon suivante. Entre l'entête donc du constructeur qui a donc le nom qui est le même nom que le nom de la classe et puis ici une liste d'éventuels paramètres, entre cette entête et puis la définition du constructeur, nous allons mettre donc ici la liste d'initialisation qui commence par donc 2 points. Et puis ensuite, chaque fois, pour chaque attribut, nous allons ici avoir le nom de l'attribut, suivi de la syntaxe similaire à celle que l'on avait quand on déclare une instance, c'est-à-dire l'appel du constructeur correspondant à chacun des attributs, ici donc entre parenthèses, suivi donc d'une virgule s'il y a plusieurs attributs, et on recommence comme ça, ainsi de suite, pour tous les attributs à appeler les constructeurs ici avec la syntaxe de parenthèse. Donc si je reprends notre exemple de rectangle coloré, avec donc pour rappel le rectangle coloré qui a comme attribut un attribut qui s'appelle rectangle, qui est une instance, un objet de la classe rectangle. Je vous rappelle aussi donc que la classe rectangle avait un constructeur qui était ici à 2 paramètres pour initialiser la hauteur et la largeur. Et puis donc notre classe rectangle coloré, en plus de l'attribut rectangle, elle a aussi un attribut couleur. Donc le constructeur de rectangle coloré, c'est ce qui nous intéresse ici, va recevoir donc des paramètres pour pouvoir initialiser son attribut rectangle, et puis des paramètres ici pour pouvoir initialiser son attribut couleur. Et cette initialisation, il va la faire dans ce qu'on appelle la liste d'initialisation, ici, qui commence par 2 points, en appelant donc le constructeur de la classe rectangle qui prend 2 paramètres ici, sur l'attribut rectangle. Donc ici, ce que l'on met, c'est le nom de l'attribut rectangle, c'est le même nom, ici bien sûr, c'est cet attribut-là qu'on initialise, donc on met ici le nom de l'attribut rectangle, et avec une syntaxe comme si on avait déclaré une instance, comme si on avait initialisé une variable, ici, l'appel au constructeur correspondant de la classe rectangle, puis ensuite donc la virgule pour séparer les différentes parties de la liste d'initialisation, et puis de même, donc on peut initialiser aussi des attributs, même si c'était un entier ou un double, ici des attributs qui ne sont pas des objets, avec donc toujours une syntaxe similaire, ici, entre parenthèses, donc la valeur que l'on veut passer à l'attribut, en conservant donc ici toujours le même nom que les noms des attributs. Donc par exemple, si je veux déclarer une instance R d'un rectangle coloré, en appelant donc ici son seul constructeur qui prend 3 paramètres, donc par exemple avec une hauteur à 3,5, une largeur à 4,5 et puis une couleur qui par exemple aurait pu être définie comme étant rouge. Donc là j'ai bien ici déclaration d'une instance avec appel du constructeur. Ce que ça va faire, c'est donc que ça va créer effectivement en mémoire une instance R de rectangle coloré, lequel contient donc un attribut rectangle ici de type rectangle, qui donc a lui-même sa hauteur et sa largeur, et puis un deuxième attribut couleur ici de type couleur. Lors de l'appel à ce constructeur, on va donc se brancher ici pour exécuter la section 2 points qui va appeler le constructeur de l'attribut rectangle
qui est donc une instance de la classe rectangle, auquel on passe le paramètre h 3.5 ici, qui va passer au constructeur de rectangle, pour donc initialiser la valeur de la hauteur de l'attribut rectangle de l'instance R de la classe rectangle coloré. De même ici, le 4.5, c'est-à-dire le paramètre L de ce constructeur, dans l'exécution de cette liste d'initialisation, va passer au constructeur comme deuxième paramètre au constructeur de l'instance attribut rectangle de la classe rectangle. Et donc ici, on initialisera à la valeur 4.5. Et puis le dernier paramètre, ici rouge, qui passe comme couleur, va donc ici, dans cette section d'une liste d'initialisation, initialiser l'attribut couleur directement. L'utilisation donc de cette section qui commence par 2 points, que l'on appelle la liste d'initialisation, est extrêmement recommandée. Elle permet d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, d'éviter de faire des copies de tous les attributs qui sont des objets, des instances d'autres classes. Ensuite, elle permet de regrouper de façon compacte et très lisible l'initialisation de l'ensemble des attributs. Enfin, elle donne une valeur initiale dès le départ, avant même la construction de l'objet, à chacun des attributs. Bien sûr, ces initialisations peuvent ensuite être réutilisées, éventuellement modifiées dans le corps du constructeur, mais ceci est extrêmement rare. Je l'illustre juste ici sur le transparent parce que c'est quelque chose qui est possible, même si c'est quelque chose que vous allez certainement très rarement faire. Donc, par exemple, dans le constructeur de la classe rectangle, ici, où l'on reçoit les 2 paramètres pour initialiser la hauteur et la largeur, on aurait donc dans la liste d'initialisation initialisé la hauteur. Ce serait mieux aussi d'initialiser avec la virgule ici la largeur, mais on ne l'a pas fait dans cet exemple pour vous montrer que justement la largeur n'est pas initialisée dans cette portion-là donc du constructeur. Donc à partir de cet endroit-là, la valeur est indéfinie. Puis dès que l'on affecte donc ici une valeur à la largeur, alors évidemment, elle va avoir cette valeur que l'on affecte, mais il faut bien comprendre qu'on a une section du constructeur ici où la largeur n'est pas initialisée. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on recommande d'utiliser la section de points qui est exécutée tout de suite dès le départ avant même de rentrer dans le corps du constructeur. Et donc à ce stade-là, tout de suite dès le départ, avant même que l'on commence le corps du constructeur, ici on a initialisé la hauteur avec la valeur h. Donc, si l'on suit les conseils, notre programme ressemblerait maintenant à ceci. Dans la déclaration de la classe rectangle, dans son interface, on va offrir ici un constructeur qui prend 2 paramètres h et l pour initialiser dans la section liste d'initialisation, ici qui commence par 2 points, directement tout de suite la hauteur avec la valeur h et la largeur avec la valeur L. Et du coup, le corps du constructeur se retrouve vide. C'est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans les constructeurs en C++, car on a cette section, justement, liste d'initialisation qu'il est recommandé d'utiliser. À noter encore ici un complément. Maintenant, on a, du coup, comme ici, on a forcément un nom d'attribut et ici forcément un nom de paramètre, puisqu'on va passer un paramètre à un attribut, donc de la même façon ici un attribut largeur et puis le paramètre L. Il n'y a plus de problème de masquage et d'ambiguïté de nom, et donc on pourrait tout à fait nommer ici nos paramètres hauteur et largeur, et écrire quelque chose comme ici hauteur de hauteur, largeur de largeur. Il n'y a plus du tout d'ambiguïté. Ici, ce mot hauteur fait bien référence à l'attribut hauteur, alors que ce mot hauteur est forcément ici un paramètre, une valeur reçue de l'extérieur. De la même façon, ce mot largeur ici fait forcément référence à l'attribut largeur, et ce mot largeur ici fait forcément référence ici au paramètre largeur. C'est donc une syntaxe que l'on peut rencontrer dans plusieurs constructeurs, plusieurs programmeurs écrivent de cette façon-ci, en donnant le même nom aux paramètres que le nom aux attributs qu'ils doivent initialiser, puisque justement, dans la section d'initialisation, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de masquage.
Voilà, ceci termine cette séquence introductive sur les constructeurs en général. Il nous reste encore plusieurs choses à vous raconter, comme par exemple ce qu'est le constructeur par défaut. Là, il n'y a qu'un seul constructeur par défaut, on dit bien le constructeur par défaut. Et puis vous parlez donc aussi du constructeur de copie. Et enfin, dans une dernière séquence vidéo, voir ce qui se passe lorsque l'on a terminé d'utiliser l'objet, qu'est-ce qui se passe en fin de vie de l'objet.